PoliCure, épisode technique. Je suis accompagné de Thomas. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Thomas Foubert. Je suis consultant DevSecOps chez Neotrust actuellement et je suis passé par pas mal de contextes différents, notamment en freelance, du grand groupe, des OBNL, des startups en Europe et en Amérique du Nord. Super intéressant justement cette diversification-là d'expérience. Aujourd'hui, tu viens nous présenter le Policy as a Code. As a Code est très populaire de façon large. C'est un très bon, à mon sens, un très bon concept, une très belle évolution de ce où on devrait mener nos choses. Policy as a Code, c'est moins connu ou littéralement pas connu. Donc, je vais te laisser présenter le concept, puis on va descendre avec ça. Oui, tout à fait. Le Policy as Code, donc, comme tu le disais, là, ça reprend un petit peu cette vague de Everything as a Code. On connaît l'infrastructure as Code, avec Terraform par exemple. On a Configuration as Code avec du Ansible. Et il y a aussi le Policy as Code, c'est un concept qui permet de définir des points de contrôle, donc des policies, le tout as Code, donc d'une manière programmatique, scalable et réplicable. Voilà. Oui, ben c'est ça, c'est tout l'avantage de as Code de permettre ce genre de choses-là. Le policy est d'autant plus intéressant. En quoi le volet policy vient couvrir exactement sur ce qu'on va chercher? Ce volet policy-là, en fait, permet d'aller couvrir un ensemble de contrôles assez large. C'est-à-dire que tout ce qui est une donnée qualifiable, une donnée structurée, en fait, peut être vérifié, peut être analysé. Donc, on peut, par exemple, aller vérifier qu'un déploiement dans le cloud est conforme à des politiques, par exemple en termes de taille de machine virtuelle. On peut aller vérifier que la donnée qui transite entre plusieurs API est conforme à ce qu'on attend. On peut aller même mettre en place des contrôles de sécurité sur la configuration. En fait, toute donnée qu'on peut récupérer dans un format structuré, on est en mesure de l'analyser sur ces points de contrôle-là et donc du coup de pouvoir dire si elle passe les contrôles ou si elle ne les passe pas, à combien de pourcents, etc. On peut pondérer les contrôles, on peut le mettre en place en fait sur beaucoup d'étapes du cycle de vie d'un logiciel, d'une infrastructure, en production. C'est un petit peu laissé à l'imagination, on va dire, des développeurs et des utilisateurs de cette technologie-là. Très intéressant. Et justement, ça a des avantages générants. On va commencer par le volet plus PME, parce qu'il y a beaucoup d'avantages de leur côté à utiliser ce genre de stratégie-là. Je vais te laisser un peu décrire un peu ces avantages-là. C'est ça. Pour une PME, généralement, là, on va parler surtout de celles qui développent l'outil informatique, non pas celles qui l'utilisent uniquement, celles qui vont programmer, déployer des logiciels, etc. Ces compagnies-là, en fait, elles vont trouver un avantage dans le Policy as Code pour pouvoir, appliquer ces contrôles-là dès le départ dans le développement logiciel. Quand on est une petite équipe, généralement, on n'a pas beaucoup de temps à allouer à la technique, à la cybersécurité, etc. Et le fait de faire du Policy as Code, en fait, nous permet de pouvoir industrialiser ça dès le départ, de pouvoir mettre comme des tests de compliance dès le début du développement logiciel. Donc on va dire, on va avoir nos tests unitaires par exemple pour les petites parties de code, on va avoir nos tests d'intégration quand on va déployer sur des environnements pour tester que tout fonctionne bien. Et on peut aussi imaginer le Policy as Code pour dire, par exemple, je veux que ma donnée elle soit toujours dans tel format, que ça bouge pas, pouvoir dire, on a sur l'intégration, par exemple, avec d'autres logiciels, on sait que le format attendu sera comme ça, donc on met nos checks de Policy as Code, on les forme, on dit, voilà un exemple de ce que mon API peut donner. Voilà comment je veux que ça soit contrôlé. Ça permettrait aussi de pouvoir, dans le cas où on va utiliser des outils comme Kubernetes, de pouvoir avoir des espèces de contrôleur d'acceptance, c'est-à-dire qu'on va définir un outil de Policy as Code, par exemple comme Open Policy Agent, comme étant un contrôleur d'acceptation d'un job. Et dès que quelque chose est réalisé, que ce soit en développement, en intégration, en prod, on va vérifier que le job correspond à une spécification. En fait, on peut utiliser ça comme un contrôle de spécification. Très intéressant, justement, ça réduit somme toute la tâche de vérification, puis c'est associé à ça. Et tu as le pendant grande entreprise, justement, qu'on peut mettre à l'échelle, comme tu mentionnais en pré-show, la conformité à l'échelle. Donc, ça a un avantage aussi. Je essaie un peu d'écrire qu'est-ce que c'est, puis le crunchy de ça. Ouais, tout à fait.
déjà eu face à des challenges dans des grandes entreprises qui cherchaient à faire de la compliance sur leurs environnements cloud. Donc là, pour en citer un grand, c'est celui de Microsoft, c'est Azure. Ils étaient uniquement sur ce cloud provider-là et j'étais dans les équipes d'opérations cybersécurité dans le cloud. C'est un scope assez réduit, mais assez large tout de même, où notre but, c'était de contrôler que les spécifications des architectes en cybersécurité étaient bien appliquées sur les environnements cloud. L'environnement était assez self-service, c'est-à-dire que toutes les équipes IT avaient leur subscription, pouvaient déployer dans cet environnement-là, etc., sans vraiment trop de contrôle automatisé. Tout était manuel, on devait passer des heures et des heures à faire de la revue de ce qui était déployé, de ce qui allait être déployé. On n'avait pas réellement notre mot à dire parce que, de un, on n'avait pas le temps pour ça. On n'était pas sous-staffé, mais on n'était pas staffé pour aller contrôler des tenants Azure gigantesques. Et donc, du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait arriver à mettre tous ces contrôles-là à l'échelle pour qu'on puisse, en fait, vraiment aller vérifier, en fait, aller faire de l'audit et, dans le futur, pouvoir automatiser l'acceptation de déploiement de nouveaux environnements sans avoir à faire de revues manuelles, etc., ce dont on n'avait pas le temps. Donc, on s'est dit qu'en fait, l'utilisation d'outils de Policy as Code, donc Open Policy Agent, là, pour ne citer que lui, c'est celui avec lequel j'ai le plus d'expérience, en fait, allait intervenir dans les pipelines de déploiement sur Azure. Donc, on pouvait maîtriser ce scope-là et dire aux gens, vous avez une plateforme, c'est Azure. Nous, on vous fournit une plateforme aussi à côté, donc une chaîne CI/CD que vous allez devoir utiliser pour déployer, sinon vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les droits pour faire ça. Et tous vos workloads que vous allez déployer vont passer par une étape de validation. Donc, par exemple, vous n'allez pas avoir le droit de déployer des VM avec 500 vCPU et 3 Tera de RAM, comme on l'a déjà vu. Donc ça, c'est pas trop la partie cybersécurité, ça va être plus la gouvernance, on va dire, de l'entreprise, mais les équipes gouvernance étaient très contentes qu'on mette ces outils-là en place parce qu'ils ont pu se greffer à ça. Nous, c'était plutôt sur, par exemple, vous êtes dans un environnement interne, c'est pas de la production, donc jamais de la vie vous allez ouvrir ça sur l'internet public. Par exemple, ce service-là, il va fonctionner que dans les VNet internes ou les VNet liés au on-premise. Donc, ça nous permettait en fait de garder un petit peu la main mise sur tous ces contrôles-là et d'appliquer réellement de manière assez dure les spécifications des architectes de cybersécurité. Ouais, ça revient à rejoindre à deux univers. C'est ça, surtout en grande entreprise. C'est pas juste la cyber qui en bénéficie, il y a aussi les gens de gouvernance au sens plus large qui vont justement bénéficier selon l'application de règles d'entreprise qui vont être mises en place à travers ces éléments-là. C'est ça. Oui, puis on va en profiter justement pour là te donner un peu un exemple un peu à haut niveau, mais de creuser un peu plus bas, tu peux donner des exemples de voir comment on l'applique, comment ça fait et où on peut cruncher ça, puis d'un point de vue peut-être un peu plus technique. Oui, bien sûr. Dans cette mission-là, tous les déploiements étaient effectués via Terraform. Donc, on reprend un petit peu l'infrastructure as code, on reste dans la même tendance-là. Et Terraform, c'est un très bel outil, à mon sens, et il permet en fait de déployer de manière idempotente. C'est-à-dire qu'il va toujours, on va dire avec le même input, il va sortir le même output. Il va toujours déployer de la même manière. Et pour faire ça, Terraform fonctionne en 3 parties. Donc, il y a le réel, donc ce qui existe sur Azure. Il y a la spécification, le code Terraform, et il y a le state. Le state, c'est un petit peu le lien entre les deux. Celui qui va dire, moi, je sais qu'il y a ça actuellement sur Azure. Et donc, il fait le lien entre le code et le réel. Et en fait, dans son process, Terraform, là, sans trop aller down, Terraform produit en fait une liste d'actions qu'il va effectuer sur le cloud provider, donc notamment des call API la plupart du temps. Il produit en fait ce plan de travail et il le donne à l'utilisateur pour qu'il le valide et qu'il dise oui, c'est bien ça que je veux faire, maintenant applique ça, fais les call API et déploie mon infrastructure. Et Open Policy Agent justement se greffait entre le plan et le apply, donc après la production du plan de travail et avant son application, pour dire ok, le plan de travail dit je vais aller déployer une machine virtuelle à tel endroit, elle va avoir telle configuration, telle spécification, elle va avoir ses ports ouverts à tel endroit, sur tel réseau, etc. Et nous on définissait des règles qui disaient par exemple, si tu es dans un environnement de production, alors
tu as le droit d'ouvrir tes ports à l'extérieur, etc. Sinon, t'as pas le droit. Et donc, si le plan Terraform montrait que des ports allaient être ouverts à l'internet public dans des environnements, par exemple, de développement, des environnements internes, Open Policy Agent disait, OK, ça c'est un hard stop, c'est impossible, ça déploiera pas. Et impossible de forcer, on va dire, l'apply en tant qu'utilisateur de la plateforme cloud. C'est très intéressant, justement, cet aspect-là où ça arrive en amont. Justement, on est capable de contrôler puis de mettre des règles. Là, c'est le défi, c'est pour les équipes de sécurité et de gouvernance de réussir à maîtriser l'ampleur de ces règles-là et de rétrofiter. De l'autre côté aussi, puis tu avais un peu mentionné en entreprise, tu es capable de voir, de vérifier a posteriori des modifications, parce que il y a toujours du monde qui va réussir à contourner, ou il y a une évolution des règles aussi qui se fait avec le temps. On va pouvoir endurcir des règles, on va s'adapter aux nouvelles affaires, donc est capable aussi de valider de l'autre côté. Ouais, tout à fait. En fait, le Policy as Code, en fait, est, on va dire, assez, il s'en fiche un petit peu que ce soit, d'où vienne la donnée. Pour faire simple, tout ce que le Policy as Code demande, en fait, c'est une donnée structurée, donc du JSON, du XML, du CSV même par exemple, et lui, sur cette donnée-là, en fait, il va analyser selon ces checks si c'est valide ou non valide, à combien de pourcents, de manière pondérée ou non. Donc on pourrait par exemple imaginer un cas d'usage, ça je l'ai déjà implémenté aussi chez le même client en fait, pour aller faire de l'audit. En fait, on peut aussi aller industrialiser nos audits et pas que faire du contrôle en live, on va dire. On peut aller récupérer de la donnée. Donc par exemple faire un export de là, on pourrait penser à un Azure AD, par exemple, aller exporter toute la configuration de l'Azure AD. Donc, dans son entièreté, il y a des outils pour faire ça, ou ça peut se faire un petit peu custom. Et ça va nous sortir de la donnée derrière, structurée au format JSON. Et en fait, avec le Policy as Code, on va pouvoir dire, par exemple, je veux que tous mes utilisateurs sur mon Azure AD aient le multifactor d'activer. Donc, la double authentification. Et donc, du coup, on va aller chercher la liste de tous les utilisateurs. On va extraire les méthodes d'authentification qu'ils ont configurées et on va dire ok, tel utilisateur a configuré le MFA avec son téléphone, avec une clé physique, une FIDO2 par exemple, et on va pouvoir du coup faire une liste de utilisateurs qui ont le MFA de activé avec la bonne méthode, utilisateurs qui l'ont activé avec une méthode qu'on considère faillible, par exemple les SMS. On sait de nos jours que le SMS, c'est plus vraiment une bonne méthode de double authentification. Et ensuite, on peut faire une liste d'utilisateurs qui n'ont pas activé la double authentification et du coup, qui sont à risque. Et donc, du coup, de là, faire passer ça à, par exemple, je sais pas, une équipe RH qui va aller contacter les utilisateurs qui ne l'ont pas activé pour leur dire, hey, nos équipes cyber nous ont fait remonter que vous n'avez pas activé ça. La politique de l'entreprise, c'est d'avoir le MFA d'activer avec une application d'authentification. S'il vous plaît, faites-le, on va refaire un audit derrière. Enfin, voilà, on peut imaginer ça un petit peu. On peut aller voir un autre cas d'usage qui serait d'aller auditer des environnements cloud. Par exemple, vous êtes un cabinet de conseil, vous avez envie de faire des audits cloud chez des clients orientés cybersécurité. Vous allez récupérer une base de code Terraform où vous allez récupérer la liste des assets qui sont déployés et derrière, vous allez pouvoir coder les contrôles de sécurité, faire un run sur la donnée qu'on vous a passée et dire ok, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas bien, et tout classifier. Donc on peut vraiment industrialiser en fait ces audits là et à grande échelle, parce que le seul challenge en fait va être de récupérer la donnée pour pouvoir l'analyser. C'est plus vraiment l'analyser qui est le challenge, parce que tout est écrit dans du code. Ça prend vraiment un développeur. C'est très simple la plupart du temps. C'est des sous-langages, soit de Ruby, soit de Python. Donc c'est des codes qui sont assez compréhensibles par la plupart des développeurs et ça reste très très simple d'usage. Très intéressant. Est-ce que les grands clouders offrent des facilités pour nous aider justement à opérer? Tu as parlé d'OPA tantôt, qui est pour le volet Kubernetes exclusivement, à ce que je sache. Corrige-moi si je me trompe. Là. Ouais. OPA, c'est un outil de Policy as Code, donc Open Policy Agent, qui est 100% open source, qui, si je dis pas de bêtises, je crois, est rédigé en Go. Ça, je m'avance pas trop là-dessus, mais il me semble que c'est là-dessus. Et en fait, ça permet de pouvoir faire des audits avec de la donnée, donc du coup, qui va être récupérée en amont.
Donc par exemple dire voilà, je vais dumper ma configuration Azure AD, je l'analyse, je génère un rapport. Mais ça peut aussi fonctionner en mode API, c'est-à-dire qu'il reçoit de la donnée, on lui dit tiens, ça c'est cette donnée que tu reçois, c'est pour les contrôles par exemple de déploiement sur un environnement de prod, et lui il va te dire ok, il retourne un objet JSON et dit ok, tel contrôle là c'est bon, tel contrôle là c'est pas bon, tel contrôle là c'est bon, voici le score final. Et toi derrière t'as juste à dire ok, si ça a un score de plus de 95%, on laisse déployer. Si c'est moins de 95% ou un hard stop, on ne déploie pas. Donc il fonctionne dans ces deux modes comme ça. Il peut aussi être déployé en tant que contrôleur de déploiement pour Kubernetes, vu que c'est une API. Il s'intègre en fait assez bien dans tout type d'environnement. Ouais, il est plus las. Là, j'ai fait un raccourci intellectuel parce que tu vas aller chercher Kyverno qui est spécialisé Kubernetes vraiment pur et dur, quand OPA, lui, est capable de faire d'autres choses. Mais dans le fond, ma question était plus, est-ce que dans un contexte des grands clouders, ces éléments-là sont mis, parce que l'Azure Policy, c'est OPA qui est en dessous. Ouais. Au-delà de ça, c'est lui que je connais pas les autres. Est-ce qu'il offre des outils comme ça plus juste Kubernetes ou vont offrir des éléments beaucoup plus vastes qui permettent d'atteindre un peu tout ce que tu as mentionné jusqu'à présent sans que toi-même tu aies à coder l'ensemble de ce que tu veux faire ou tu vas reposer un peu sur l'aide de la plateforme du cloudeur dans ce contexte-là? Ouais, je vois très bien. Il y a en effet Azure qui fait ça. Ça, c'est sûr et certain, je l'ai vu et implémenté. GCP, je suis pas certain et j'ai très très peu d'expérience avec AWS, donc dans ces grands providers-là, je pourrais pas vraiment en dire plus, mais je suis quasiment sûr qu'ils ont ces solutions-là. Donc, du côté Azure, ce que tu as implanté, c'est essentiellement là, tout ce qui est à travers Azure Policy ou tu es allé plus loin que ça? Non, c'était vraiment du Azure Policy. Et ensuite, on a choisi de passer sur OPA parce que ça offrait plus de flexibilité en fait. Oui, c'est sûr que ce qui t'offre est quand même plus limité. Puis c'est un peu ça aussi, je vais voir, parce que dans le fond, c'est la première étape, c'est de passer par ce que le cloudeur t'offre. La deuxième étape, c'est quand tu es un peu plus mature, c'est de développer tes outils un peu plus évolués où ces outils-là vont faire les appels API chez ton cloudeur en particulier pour obtenir l'information. Tu venais beaucoup sur Azure AD, mais je suis pas sûr que Azure Policy gère ça de façon native. Non. Ça, il fallait faire ça par la bande, aller chercher les codes directement à ce moment-là. Là. Mais je trouve ça très, très avantageux, ce genre d'éléments-là. Moi, je trouve que ça fait pas mal un tour d'horizon, mais je ne m'y connais peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais mentionner? Ouais, il y a toute la partie là que je mentionnais un petit peu au début de contrôle entre les API. Par exemple, j'ai déjà vu faire ça, alors jamais testé par moi-même, mais j'ai vu des gens qui implémentaient du Policy as Code, par exemple pour des modèles de RBAC, de RBAC. Donc, ils avaient une application, donc généralement là, on parle d'application microservicée, donc qui aime bien pouvoir contrôler de l'authentification, de l'autorisation entre tous les microservices. Ils utilisaient du coup du Policy as Code en fait pour aller récupérer des entrées RBAC dans une base de données et les faire matcher avec des tokens qu'ils recevaient sur leur API Open Policy Agent. Donc, du coup, toutes les requêtes en fait étaient autorisées via OPA avant d'arriver sur les services de back-end. Donc ça peut être un bon use case. Sachant que c'est assez solide, que c'est assez simple à programmer. On connaît le Rego. Pardon? Quand on connaît le Rego. Ouais, quand on connaît le Rego, c'est ça. C'est pas... c'est pas le langage le plus simple à prendre en main, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est de suite plus simple. Ça fait le défi. Donc, vous utilisez cet élément-là pour valider justement la communication entre les différents. C'est intéressant comme type de use case qui est un peu non standard en quelque sorte. Là. C'est un peu du hacking, ça je suis d'accord là-dessus. Je suis même pas sûr que ça soit trop dans la doc de OPA là-dessus, cette partie-là, mais il y a des gens qui l'ont fait, ouais. Vu que c'est un outil qui est APIisé, qui accepte de la donnée, peu importe sa provenance, tant qu'elle soit structurée, en fait on peut imaginer énormément de cas d'usage qui sortent un petit peu de l'usage standard qu'on puisse en faire. Ouais, c'est la force d'OPA d'être capable de contrôler largement plus que ce qui est disponible dans Kubernetes, parce que l'environnement standard, on va voir du Policy as Code, c'est vraiment dans Kubernetes, lors des déploiements et ces éléments-là. Moi, je suis plus du côté Kyverno si on parle de Kubernetes que OPA. Mais Kyverno est très limité à l'intérieur de l'environnement Kubernetes.
l'avantage qu'il a, c'est qu'il est collé sur la linguistique, la syntaxe de Kubernetes. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas apprendre le Rego, aller plus vite, c'est une stratégie qui peut être utilisée, notamment pour les développeurs qui travaillent beaucoup avec Kubernetes, notamment. Mais aller plus loin que ça, effectivement, pour des use cases plus sophistiqués, même un peu hackés sur les barres, Rego, pas Rego, mais OPA est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant. C'est ça. En fait, je le verrais un petit peu comme c'est une fois qu'on a un petit peu appris ce que c'était le Policy as Code, qu'on en a vu l'intérêt, etc., qu'on l'a déployé avec succès, on se dit il manque quand même un petit goût de plus. On aimerait avoir plus, de pouvoir étendre la capacité. C'est comme quand on apprend à développer. Au début, on apprend le Python, puis on se dit ok, c'est cool le Python, mais est-ce que j'aurais pas un langage qui est un peu mieux, qui soit compilé, qui aille plus vite, et ce genre de trucs. Et là, on tombe dans d'autres langages. C'est un petit peu pareil avec OPA. On utilise des tools de policy au départ et on se dit ça manque un petit peu de fonctionnalité, de périmètre, on va dire. Ouais, puis c'est ce que ça permet, ce genre d'outil-là, d'aller plus loin. Ça permet de mécaniser aussi. Puis pour en avoir parlé largement avec bien d'autres personnes, on n'a plus, en tout cas l'équipe de sécurité n'a plus la capacité de surveiller tout puis de mettre notre étampe sur tout ce qu'on fait. Donc on est mieux d'industrialiser notre propre travail pour être capable de garder un peu d'air et de rester en vie. C'est ça. C'est vrai que les équipes de sécurité, au fur et à mesure que les environnements sont élargis, sont diversifiés, etc., tendent vers plutôt du whitelist qu'autre chose. C'est-à-dire, on refuse tout et puis il y a que ceux qui passent nos checks qui ont le droit. Et puis, s'il y a quelque chose qui devrait passer le check mais qui passe pas, ouvrez un ticket dans Jira, on va regarder ça. Plutôt que de dire, ouvrez un ticket dans Jira pour tout. Et on vérifie tout. Ouais, c'est ça change de fardeau. Puis il faut qu'on arrive là parce sinon on va juste cramer, là, on n'a pas le choix. Là. Puis c'est l'industrialisation de l'info numérique nous amène dans cette zone-là. Puis je trouve ça bien là, qu'on en parle et qu'on démystifie un peu parce que ça fait pas mal le Policy as Code. Puis c'est au même titre que les autres, ça doit être même c'est même essentiel là, que ça existe partout. Puis oui, puis c'est ça. Moi, ça fait le tour. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour rajouter là un petit peu, on va dire le cherry on top. C'est vraiment, il y a beaucoup d'entreprises là qui commencent, en tout cas sur Montréal, à ma connaissance, qui commencent à s'y intéresser. Des grosses entreprises, je vais pas citer là ou quoi que ce soit, mais qui commencent à s'intéresser à ça pour leurs environnements Kubernetes, où j'ai une entreprise en tête, j'ai un ami qui y travaille, on a pas mal discuté de ça, où ils ont, je crois, bien une dizaine de clusters Kubernetes dans différents cloud providers, etc. Et donc, du coup, ils peuvent pas se baser sur le Policy as Code de un seul cloud provider, parce que sinon, ils devraient répéter leur travail pour les trois. Donc, GCP, Azure et AWS. Et donc, du coup, ils préfèrent une solution qui soit cloud agnostique, comme l'est, par exemple, Terraform, on pourrait dire, de pouvoir se dire, en fait, on va écrire nos politiques dans le même langage et ça sera compris, en fait, par tout de la même manière, parce que on s'en fiche du cloud provider, on prend quelque chose d'open source, on prend quelque chose qui marche partout. Oui, absolument. C'est un petit peu la tendance aussi, c'est plus la tendance du multi-cloud se propage, plus les gens vont aller vers des outils qui peuvent s'utiliser dans les trois contextes différents, enfin, dans les plusieurs contextes différents, quoi. Oui, absolument. Puis ça, tu amènes un angle intéressant parce que autant l'arrivée de Windows nous a fait basculer, je remonte dans les années 90, Windows nous a fait basculer du monde code en Bash, en Perl, et ainsi de suite, tout codé à des interfaces qu'on clique. Et l'info numérique est en train de nous rebasculer vers ces environnements-là, tout programmés essentiellement, dans lesquels on utilise du code pour faire changer nos configurations, pour vérifier nos configurations, pour administrer de façon large nos infrastructures de par l'amplitude que ces infrastructures-là ont pris. Oui, tout à fait. Non, ça s'inscrit vraiment dans cette tendance-là et je pense que ça va être de plus en plus nécessaire d'implémenter ça. En tout cas, dans les grandes entreprises, ça c'est certain. Dans les entreprises de plus petite taille intermédiaire, ça va arriver, je pense, petit à petit, si ça se démocratise, ce que j'espère. Ça reste vraiment quand même une belle technologie à appliquer, à utiliser. Absolument. Et merci beaucoup pour ce tour d'horizon. C'est super intéressant. J'espère que les gens vont avoir justement appris un peu plus, démystifier cet élément-là qui est, à mon sens, fondamental dans la maîtrise cybersécurité du cloud. Donc, merci.
Mais merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir.